Cette femme, m'exclamai-je indigné, est la pire des menteuses. Monsieur Poirot et moi étions sortis de la maison et progressions le long du chemin qui menait au site des fouilles. Je suis sûr qu'elle haïssait Mrs. Lina, m'écriai-je d'un ton brusque. C'était une perte de temps d'aller lui parler. Oh, pas tout à fait. Si de la bouche d'une personne il ne sort que des mensonges, les yeux, eux, expriment parfois la vérité. De quoi a-t-elle peur, cette petite Madame Mercado? J'ai vu de la terreur dans son regard. Il faut que je vous fasse part de quelque chose, monsieur Poirot. Je lui racontai alors mon retour la nuit précédente et ma ferme conviction que Miss Johnson était l'auteur des lettres anonymes. Elle ment elle aussi, dis-je. Nous venions d'atteindre le chantier. La première personne que nous vîmes fut Mr. Reiter, qui était occupé à photographier des murs. Poirot lui resservit à nouveau son même discours. « Je ne pense pas pouvoir vous être d'une très grande aide, » annonça Mr. Reiter. « Je suis nouveau ici cette saison, et je n'ai pas beaucoup parlé avec Mrs. Lina. » Poirot sourit. « Vous pouvez au moins me dire si vous l'appréciez ou non. » Mr. Reiter devint rouge écarlate. C'était une personne charmante, mais j'ai bien peur de l'avoir ennuyée avec ma maladresse. Ce n'était pas du tout intentionnel de ma part, j'aurais fait n'importe quoi. Poirot eut pitié de lui. Passons à un autre sujet. Régnait-il une bonne ambiance dans la maison? Non, pas exactement. Il y avait quelques tensions. Mr. Reiter marqua une pause, luttant avec lui-même. Voyez-vous, je ne suis pas de très bonne compagnie. Je suis maladroit, je suis timide. Le docteur Liner a toujours été très gentil avec moi, mais je dis toujours ce qu'il ne faut pas. Je renverse les carafes d'eau, je n'ai jamais de chance. Il avait vraiment l'air gauche. Poirot sourit. Oh, nous faisons tous cela quand nous sommes jeunes. Le maintien, le savoir-faire, ça vient plus tard. Après avoir pris congé, nous nous dirigeâmes vers les fouilles principales. « Mr. Mercado est-il droitier ou gaucher ?» me demanda soudain Poirot. Alors ça, c'était une question stupéfiante dans son genre. Je réfléchis une minute. Droitier. Poirot ne consentit pas à m'expliquer. Mr. Mercado parut plutôt content de nous voir. Monsieur Poirot fit mine de s'intéresser à l'archéologie, ce dont je suis sûr il n'avait que faire, mais Mr. Mercado prit plaisir à répondre à la moindre de ses demandes. Il expliqua qu'ils avaient déjà abattu 12 niveaux de fondation et indiqua du doigt des tas de cendres. Comme sa main tremblait. Souffrait-il de la malaria? Puis soudain, alors qu'il se penchait pour ramasser une sorte de couteau en silex, il fit un bond en l'air en hurlant. Il se retourna et nous vit, Poirot et moi, en train de le dévisager avec étonnement. Il frappa sa main sur son bras gauche. Quelque chose m'a piqué. On aurait dit une aiguille brûlante. Poirot se montra très énergique. « Vite, mon cher, faites-moi voir ça. Nurse Letteran ?» Il saisit le bras de Mr. Mercado et roula prestement la manche de sa chemise kaki jusqu'à l'épaule. Environ 7 centimètres et demi en dessous de l'épaule, il y avait une minuscule piqûre d'où le sang coulait légèrement. Il examina la manche relevée. « Je ne vois rien, c'était peut-être une fourmi. » « Nous ferions mieux de mettre un peu d'iode dessus, conseillai-je. Je sortis vivement le petit crayon d'iode que je transporte toujours avec moi et je l'appliquai sur son bras. Mais tandis que je faisais ça, mon attention fut attirée par toute autre chose. Le bras de Mr. Mercado, de l'avant-bras jusqu'au coude, était parsemé de minuscules traces. Je savais parfaitement ce que c'était. Il s'agissait de marques faites par une aiguille hypodermique. Mr. Mercado rabaissa la manche de sa chemise et reprit ses explications. Monsieur Poirot l'écouta, mais n'essaya pas d'amener la conversation sur les Lina. Au bout d'un moment, nous le saluâmes et empruntâmes à nouveau le chemin qui menait à la maison. « C'était vraiment du beau travail, » dit mon compagnon, « vous ne trouvez pas ?» Du revers de son manteau, M. Poirot sortit une longue aiguille à repriser, pointue avec une goutte de cire à cacheter à une extrémité. « Monsieur Poirot, m'écriai-je, vous avez fait ça ?»« Je me suis transformé en insecte qui pique, oui. »
et vous n'avez rien vu. » C'était vrai. Il avait dû être aussi rapide que l'éclair. « Ainsi, maintenant, nous savons une chose au sujet de Mr. Mercado, » poursuivit Poirot. « J'avais des soupçons, mais aucune certitude, et il faut toujours s'assurer de tout. » Il mit soudain la main sur sa poche. « Ah zut, j'ai échappé mon mouchoir là-bas, je l'ai utilisé pour dissimuler l'épingle. »« Je vais aller vous le chercher, proposai-je, et rebrousser chemin à la hâte. » Voyez-vous, à ce moment-là, j'avais le sentiment que cette affaire était un peu comme une opération et que M. Poirot était le chirurgien et moi l'infirmière. Il me semblait tout aussi naturel de courir pour aller chercher le mouchoir de M. Poirot que cela l'aurait été de ramasser une serviette qu'un médecin aurait jetée sur le sol. Lorsque je revins, il était assis un peu plus loin que la butte, en pleine conversation avec Mr. Carey. J'aimerais faire en sorte que cette partie de mon récit soit tout à fait claire. Au cours d'une opération, vous devez veiller à donner au médecin exactement ce dont il a besoin et non pas ce qu'il ne veut pas. À ce moment-là, je n'étais pas tout à fait sûr de ce que M. Poirot souhaitait ou ne souhaitait pas que je fasse. Bien évidemment, je ne m'étais pas imaginé un seul instant que M. Poirot ne voulait pas que j'entende ce que Mr. Carey et lui étaient en train de se dire. Mais il aurait pu penser que Mr. Carey lui avouerait plus de choses si je n'étais pas. Je tournai donc au coin et fis un détour jusqu'à ce que je me trouve à 30 centimètres d'eux, puis me cachai derrière un tas de terre. Et si quelqu'un ose dire que c'est déshonorant, j'implore le droit de ne pas être d'accord. Rien ne doit être dissimulé à l'infirmière en charge du dossier. « J'ai bien peur de ne pas être la personne la plus apte à vous aider, » fit Mr. Carey. « Pour être tout à fait honnête, Mrs. Lynn et moi ne nous entendions pas particulièrement bien. »« Mais le docteur Lynn ne souffrait-il pas de cette situation ?» demanda Poirot. Carey hésita. « Je n'en suis pas sûr. Il n'a jamais rien dit. J'ai toujours espéré qu'il ne le remarquerait pas. Il était très pris par son travail, vous savez. » « Alors, la vérité, selon vous, c'est que vous n'appréciez pas vraiment Mrs. Lynn. »« Mr. Carey, je regrette, mais je n'en crois pas un seul mot. » Carey se raidit. « Je ne peux pas vraiment vous empêcher de croire ce que vous voulez, Monsieur Poirot. Vous avez entendu la vérité, c'est à prendre ou à laisser. » Poirot ne se mit pas en colère. Au lieu de ça, il semblait particulièrement doux. « J'ai l'oreille sensible. Il y a des histoires qui circulent, des rumeurs, vous concernant, vous et Mrs. Lynn. » Carey se leva d'un bond. « Et vous y croyez ? » ?»« Je vais être sûr de la vérité, » fit Poirot. « Alors la voilà. Je détestais Louise Lynn, la voilà la vérité. Je la haïssais plus que tout. » Faisant demi-tour abruptement, Carey s'éloigna. Poirot resta assis là à le regarder. Au bout d'un moment, il murmura « Oui, je vois. » Sans tourner la tête, il poursuivit. « Attendez une minute avant de vous lever, ma sœur, juste au cas où il se retournerait. À présent, la voie est libre. Avez-vous mon mouchoir ? Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. » Il ne me fit aucune remarque sur le fait que j'avais tout écouté. Mais comment l'a-t-il su ? Je n'ai pas compris. Il n'avait à aucun moment regardé dans ma direction. « Pensez-vous qu'il la détestait vraiment, Monsieur Poirot ?» demandai-je. Poirot hocha la tête lentement avec une étrange expression sur le visage. « Oui, je crois que oui. » Puis il se leva vivement et commença à marcher en direction du sommet de la butte où les hommes travaillaient. Je le suivis. Nous découvrîmes Mr. Hammett allongé, la tête tournée vers le sol, en train de souffler pour enlever la poussière d'un squelette qu'il venait juste de découvrir. Il esquissa un sourire à la fois joyeux et grave lorsqu'il nous vit. « Nous allons arrêter, annonça-t-il. Voulez-vous rentrer à la maison ?» Nous marchâmes lentement le long du chemin accidenté. « Est-ce que vous progressez, Monsieur Poirot ?» demanda Hammett. « Accepteriez-vous de m'aider à le faire ?» répondit Poirot. «
Voyons, naturellement. Eh bien, le centre de cette affaire, c'est Mrs. Lydon. J'aimerais savoir quel genre de femme elle était. Mr. Hammett resta silencieux quelques instants. Je pense que c'était la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Ce n'est pas vraiment une réponse, Mr. Hammett. Ça n'en est pas si éloigné, Monsieur Poirot. Je crois que vous avez raison lorsque vous dites qu'elle est le pivot de l'affaire. C'est ce qu'elle a toujours voulu être, le centre du monde. Et elle aimait manipuler les gens. Il fallait que vous mettiez sans dessus dessous votre esprit, votre âme, pour qu'elle puisse se divertir en observant le spectacle. Et si quelqu'un ne lui donnait pas cette satisfaction, demanda Poirot, alors elle pouvait devenir très méchante. Nous étions arrivés et nous nous dirigions tous vers la salle à manger lorsque le père Lavigny apparut dans l'embrasure de la porte de sa chambre et invita Poirot à entrer. Mr. Hammett et moi nous rendîmes dans la salle à manger ensemble. Les autres étaient déjà là et nous étions juste en train de nous asseoir lorsque nous sursautâmes tous en entendant un léger cri étouffé. Nous avions tous les nerfs à vif et Miss Johnson devint très pâle. À cet instant, Poirot et le père Lavigny entrèrent. « Nous avons cru que quelqu'un s'était blessé, » expliqua Miss Johnson. « Oh, mille pardons, mademoiselle, » s'excusa Poirot. « C'est de ma faute. Le père Lavigny m'expliquait quelque chose au sujet des tablettes. J'en ai emmené une près de la fenêtre pour mieux la voir et, ma foi, ne regardant pas où je mettais les pieds, je me suis cogné un orteil. Et j'ai crié. » « Nous avons tout de suite pensé à un autre meurtre, » dit Mrs. Mercado. Miss Johnson détourna rapidement la conversation sur les fouilles et aucun autre sujet ne fut abordé durant tout le déjeuner. Après avoir bu un café, les hommes repartirent sur le chantier, à l'exception du père Lavigny. Celui-ci emmena Poirot dans la salle des antiquités et je les y accompagnai. Il descendit la coupe en or et j'entendis une exclamation de plaisir s'échapper de la bouche de Poirot. « Comme c'est magnifique, quel chef-d'œuvre !»« Il n'y a pas de cire dessus aujourd'hui, remarquai-je. »« De la cire ?» s'étonna le père Lavigny. Poirot me dévisagea, ainsi que le père Lavigny. Je m'expliquai. « Ah, je comprends, dit le père Lavigny. Oui, de la cire de bougie. » Ceci fit immédiatement dévier la discussion sur le fameux visiteur nocturne. Oubliant ma présence, ils se mirent tous deux à parler en français. Je les laissai donc et retournai dans le salon. Mrs. Mercado reprisait les chaussettes de son mari et Miss Johnson lisait. Au bout d'un moment, Poirot arriva et vint s'asseoir avec nous. La conversation s'engagea sur les cachets de cire cyrillique, et Miss Johnson finit par sortir d'une armoire une feuille d'impression obtenue en roulant les cylindres sur de la pâte à modeler. Je me rendis compte, alors que nous nous penchions au-dessus de la feuille, que c'était sans doute sur cela qu'elle travaillait ce terrible après-midi-là. Tandis que nous parlions, je remarquai que Poirot pétrissait une petite boule de pâte à modeler entre ses doigts. « Vous utilisez beaucoup de pâte, mademoiselle ?» Un bon paquet. Apparemment, nous en avons déjà beaucoup utilisé cette année. Où est-elle stockée? Ici, dans le placard. Poirot se pencha. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il avait glissé sa main vers l'arrière et en avait ressorti un curieux objet froissé. Tandis qu'il l'aplatissait, nous vîmes qu'il s'agissait d'une sorte de masque avec des yeux et une bouche grossièrement dessinés dessus à l'encre de Chine, et le tout enduit avec de la pâte à modeler. « C'est incroyable !» s'écria Miss Johnson. « Qu'est-ce que c'est ?» Ceci, je crois, n'est pas difficile à deviner. Il s'agit du visage que Mrs. Lydon nous a décrit. Le visage fantomatique qu'elle a aperçu dans la demi-obscurité devant sa fenêtre. Mrs. Mercado poussa un petit cri. Miss Johnson était livide. Alors ce n'était pas son imagination? Quelle plaisanterie cruelle, mais qui a pu bien faire ça? Oui, s'écria Mrs. Mercado. Qui aurait pu faire une chose aussi sinistre? Poirot ne tenta pas de répondre. Le visage lugubre, il se rendit dans la pièce voisine, puis il revint avec une boîte en carton vide et y plaça le masque froissé.
La police doit venir ici, décréta-t-il. À ce moment-là, une voiture arriva dans la cour. Le docteur Liner en sortit et vint directement dans le salon. « L'enterrement se déroulera demain à 11h, nous annonça-t-il. Mrs. Mercado bredouilla quelque chose puis se glissa hors de la pièce. « Vous viendrez, Anne ?» demanda le docteur Liner à Miss Johnson. « Bien sûr, naturellement. » Elle n'ajouta rien d'autre, mais son visage devait exprimer bien plus que ses mots ne pouvaient le faire, car les traits du docteur s'illuminèrent avec tendresse. « Chère Anne, vous m'êtes d'un réconfort si merveilleux, ma chère amie. » Il posa la main sur son bras et j'aperçus l'expression de son visage. Je sus que, pendant un court instant, Anne Johnson était la femme la plus heureuse du monde. Le docteur Liner salua ensuite Poirot et lui demanda s'il avait progressé. Miss Johnson se tenait derrière le docteur. Elle regardait fixement la boîte dans la main de Poirot et secouait la tête. Je me rendis compte qu'elle suppliait Poirot de ne pas lui parler du masque. Poirot exauça son souhait. « Ces choses-là n'avancent jamais très vite, monsieur, » répondit-il, et je l'accompagnai dehors jusqu'à sa voiture.